iranienne qui tenterait de placer des mines dans le détroit d'Ormuz. Un ordre donné dans un contexte bien précis, alors qu'un briefing classifié et à huis clos s'est déroulé au Congrès américain et a été révélé par la presse. Le Washington Post rapporte que le déminage du détroit d'Ormuz pourrait prendre jusqu'à 6 mois, un scénario inenvisageable pour le président américain. Partons tout de suite aux États-Unis, retrouver nos envoyés spéciaux Mathieu Karman et Julie Janus en direct de Washington devant la Maison-Blanche. Mathieu, on vous retrouve à l'heure où Donald Trump ordonne donc à la marine américaine de tirer et d'abattre tous les bateaux poseurs de mines. Absolument, Marie-Aline, et c'est un changement de ton brutal de la part de Donald Trump qui était resté plutôt discret ces dernières 24-48 heures. Et Donald Trump, il y a une vingtaine de minutes de cela, a donc posté 2 messages de suite sur son réseau social Truth. Le premier ordonnant à la marine américaine, vous l'avez dit, de tirer et d'abattre tous les navires qui tenteraient de poser des mines dans le détroit d'Ormuz, y compris les plus petites embarcations. Donald Trump qui précise que la marine américaine a déjà détruit les quelques 157 navires de guerre de l'Iran. Donald Trump qui précise bien que l'opération du déminage du détroit d'Ormuz a bel et bien débuté, mais il ordonne à l'armée d'aller encore plus vite. Et le deuxième message posté sur son réseau social et dans le même ton, Donald Trump explique que l'armée américaine a le contrôle total du détroit d'Ormuz, qu'il est hermétiquement fermé, et ce jusqu'à la signature d'un accord total entre l'Iran et les Américains. Et puis enfin, Marie-Aline a noté cette publication il y a 2 minutes à peine de Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle relaie un article de presse, de la presse américaine, avec cette écriture: l'Iran a très mal calculé la situation. Alors, est-ce soudainement un nouvel avertissement lancé, que ce soit par Donald Trump ou par Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, au régime iranien pour leur dire: venez négocier car sinon nous allons reprendre la guerre? On le verra dans les prochaines heures. Merci beaucoup Mathieu Karman et Julie Janus pour ces toutes dernières informations. La Maison-Blanche qui dit: attention, l'Iran a fait un mauvais calcul. Pour expliquer pourquoi le déminage iranien est désormais un sujet, un enjeu brûlant et qu'il prendra autant de temps, nous a rejoint Thomas Couvin, ancien plongeur démineur de la Marine nationale. Merci beaucoup d'être avec nous dans LCI Direct. On va voir, images à l'appui, comment les démineurs américains opèrent face aux pièges iraniens. On va vous montrer évidemment des images devant le grand écran pour que ce soit facilement compréhensible. Grâce aux modélisations de l'agence Eteli, qui est expert en graphique et qui nous montre les gardiens de la Révolution qui sont à bord de ce bateau et qui vont jeter les mines en mer avant de repartir. Ça s'appelle hit and run tactique. On jette les explosifs, les mines explosives en mer et elles vont donc se retrouver au fond de l'eau. Et dès qu'elles détectent à plusieurs miles un bateau, eh bien là, elles vont remonter à la surface pour exploser au contact de l'embarcation. Thomas Couvin, est-ce que ce type de mines sont redoutables? Ce sont des mines intelligentes. Oui, ce sont des mines nouvelle génération. Après, dans les explications, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité des choses. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune mine qui va être capable de se décrocher et de venir après en contact avec un bateau. Les Iraniens ont cette mine, en fin de compte, elle a 2 fonctionnalités. La première, c'est soit elle est amarrée sur le fond, comme on l'a bien vu sur votre image, et elle va se situer entre 2 eaux, et là le bateau va venir en contact, soit la mine est directement larguée en format dérivant, et à ce moment-là, elle a cette capacité d'être gérée via un GPS qui va en fin de compte lui permettre de s'armer et de se désarmer si elle sort d'une zone ou qu'elle rentre dans une zone stratégique. Avec des mines GPS. Regardons maintenant, Thomas Couvin, comment ça se passe, la chasse aux mines, qui est une chasse compliquée pour les Américains. On sait que les Européens, notamment les Français, sont experts dans ce type de chasse aux mines, grâce à Exail, qui est une entreprise européenne de haute technologie. On voit que des drones navals que vous avez vus en jaune, ils sont envoyés. Et donc, ils vont mener une expédition sous les mers. On voit ce qui se passe en temps réel. Tout ça se fait en coordination avec des ingénieurs. Et ils vont scanner
dans les mers les mines qu'il repère. Et là, Thomas Couvin, en fonction de la mine, du type de mine, il va y avoir une explosion pour neutraliser la mine explosive. Expliquez-nous précisément. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc il y a cette première phase de détection qui est faite via des sonars, soit embarqués par des drones, soit embarqués via un chasseur de mines. Ensuite, il va y avoir cette phase de destruction. Pareil, elle peut s'opérer de trois manières différentes, soit via un drone one shot qui va venir au contact de la mine exploser, ou alors un drone qui va venir déposer une charge à proximité et se retirer. Et la troisième solution, c'est le plongeur des mineurs qui va venir apposer une charge sur cette munition pour venir la détruire par la suite. Thomas Couvin, vous restez avec nous. On voit bien, Général Chauvency, que c'est une tâche extrêmement complexe et peut-être une opération titanesque que Donald Trump avait sous-estimée. Oui, mais enfin pour l'instant, on ne sait toujours pas s'il y a vraiment des mines. Donc on est toujours sur la même problématique. Principe de précaution, il faut surtout s'assurer qu'il n'y en a pas. S'assurer qu'il n'y en a pas alors que la sécurité elle-même générale n'est pas assurée, c'est pas prêt de se faire. Donc tant qu'on n'aura pas une liberté, je dirais, une sécurité par une négociation sur ce détroit, il ne pourra pas y avoir de déminage réel, c'est-à-dire d'abord vérifier et ensuite déminer. Donc on est bien dans une situation un petit peu ubuesque, on parle beaucoup, mais finalement, les solutions sont assez simples. On négocie, on arrête les hostilités, on permet aux démineurs de passer, on démine, les bateaux civils peuvent passer. Ou alors on commence d'ailleurs par réduire, surtout à nettoyer un corridor, au moins pour que les premiers flux se fassent. Mais effectivement, on revient dans la notion de délai qui a été évoquée il y a quelques instants. Est-ce que ça peut se faire en quelques jours, quelques semaines, quelques mois ? C'est une problématique, mais je dirais que la première question, la vraie, est-ce qu'il y a des mines ? Et que pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Donc on est un petit peu coincé et on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut. Le principe de précaution veut qu'on est entravé dans la réalisation des flux commerciaux parce que aucun assureur, aucun bateau civil ne s'engagera dans une zone dangereuse. Sébastien Abyss, en effet, l'incertitude elle est là. On ne sait pas s'il y a des mines, s'il y en a une dizaine, une douzaine, une vingtaine. Mais est-ce que le monde potentiellement peut se permettre de rester avec un détroit paralysé pendant 6 mois ? Non. Soyons très clairs, en fait, aujourd'hui, sur le plan énergétique, il y a quand même tous les jours, l'Agence internationale de l'énergie a indiqué qu'on était entre 10 et 15 millions de barils par jour perdus depuis 2 mois, donc depuis fin février. Ça représente à peu près 15% de la consommation du monde au quotidien. On consomme 100 millions de barils par jour dans le monde. Bon, donc il y a quand même un petit sujet sur le plan énergétique non négligeable. Il n'y a pas que l'énergie directement, il y a tout ce que le pétrole et le gaz génèrent comme activité derrière sur le terrain industriel, économique, mondial. Bon. Par ailleurs, comme disait le général, mais je pense que c'est un point très important, c'est-à-dire que vous vous rendez compte quand même que les compagnies maritimes, où le coût de l'assurance maritime est non négligeable dans certaines zones du monde où déjà il peut avoir un peu d'instabilité. Depuis 2 mois, elles ont potentiellement des mines. Elles ont potentiellement des attaques iraniennes. Elles ont potentiellement à payer une taxe dans un endroit où on était en liberté de passage. Donc il faut plus s'équiper, plus payer, dans l'insécurité généralisée. Non mais il n'y a personne qui va reprendre la route du détroit d'Ormuz tout de suite. Alors bien sûr, il y aura peut-être, s'il y a un cessez-le-feu durable, des bâtiments militaires qui vont redonner du calme, etc. Mais le trafic normal qu'on a connu ces dernières années dans cet espace ne va pas reprendre. Je me permets un petit point, c'est quand même aussi que ce que l'Iran fait avec Ormuz, cette monétisation, cette privatisation d'Ormuz, parce que Oman, là, on n'en parle plus, mais évidemment, ils ont été dépossédés de cet espace où ils sont un peu concernés. Mais enfin, ça va donner des idées à combien de pays dans le monde de vouloir privatiser des espaces maritimes étroits, sensibles, où on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire passer tout le monde à la caisse, avec peut-être des guerres psychologiques en disant, vous savez, il y a peut-être des mines, on ne sait pas très bien, etc. On va dans un monde où, encore une fois, la mer est souvent en phase avancée sur les tensions terrestres, parce qu'en mer, il y a le tic-tac climatique qu'il ne faut pas oublier, mais il y a un tic-tac géopolitique qui est en fait sous nos yeux, et ces guerres navales, ces guerres de flux autour des ressources, autour des géographies, c'est très important, et ce que disait Alain tout à l'heure est précieux. L'Iran a fait un déplacement de dossier, mais nous n'avons pas gagné sur d'autres terrains de jeu. Donc depuis 2 mois, le problème augmente, et c'est pour ça que je dis bien que cette guerre n'a pas débarré il y a 2 mois. Depuis 2 mois, cette guerre a ajouté
d'autres problématiques à un terrain qui, depuis un demi-siècle, est explosif au Moyen-Orient. Thomas Couvin, pourquoi cette opération déminage pourrait prendre 1 à 6 mois? C'est ce que dit le rapport secret défense du Pentagone que se seraient procurés nos confrères du Washington Post. Il faut comprendre, c'est que le fond marin vit et qu'il y a des mouvements de sable liés aussi au courant. Et donc, on va d'abord effectuer un premier passage avec le sonar. On va faire cette phase de détection. On va trouver des premiers engins. Il va se passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs semaines. En attendant, le courant va ramener du sable et potentiellement, il y aura eu une mine qui aura été enterrée sous le sable. Et donc, pour s'assurer de ça, en fin de compte, on effectue plusieurs passages de sonar à des périodes différentes pour s'assurer que le fond marin soit clair. Et pour pouvoir donner un clair proche du 100%, il faut effectuer plusieurs passages. Pour vous donner un exemple assez concret, en France, on a encore des mines de la Seconde Guerre mondiale qu'on retrouve. Et pourtant, les zones, on est déjà passé dessus. Ah, ça c'est une très bonne référence historique pour nous montrer à quel point tout ceci est compliqué. Alain Pirot, Donald Trump, il parle très vite en nous faisant croire il y a quelques jours que l'opération déminage était maîtrisée par les Américains. On voit que le problème est bien plus complexe et le Pentagone, c'est ce que nous apprend aussi la presse, est très énervé par le fait que ce rapport confidentiel ait pu fuiter. Oui, parce que la problématique des déclarations de Donald Trump, c'est qu'après, quand vous êtes militaire, il faut les assumer. Mais oui. Et vous avez les moyens qui vont en conséquence. Et déminer une zone, je parle sous le contrôle de Thomas Couvin, pour les plongeurs démineurs, toutes les technologies que vous avez démontrées sur l'écran, elles ont eu un but ces dernières années. Elles sont d'écarter justement l'homme de la zone la plus dangereuse et de permettre aux machines d'opérer ce déminage pour justement protéger les équipages dédiés à ça. Évidemment, ça prend du temps. Vous évoquiez la Seconde Guerre mondiale, plus de 400 engins explosifs retrouvés l'année dernière en Méditerranée. Alors, vous n'avez pas toujours des mines, c'est parfois des bombes qui n'ont pas explosé ou des engins explosifs qui restaient au fond des mers. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, vous n'avez aucune compagnie maritime qui va oser prendre le risque de se dire, bon, testons, on verra ce que ça donne, déjà parce que les assurances sont trop empêcheront cette réalité, et aussi parce que ça ne marche pas comme ça, en fait. Vous pouvez pas juste faire des déclarations et se dire, eh bien, les compagnies vont alors s'engager sans aucun risque pour leurs équipages et pour leurs cargaisons. Et c'est vrai que l'inquiétude, quand on évoque les délais de 6 mois, elle est sur un certain nombre de matières. On évoque à chaque fois le pétrole et le gaz, mais pensez à l'hélium pour la production de circuits électroniques. Pensez au soufre nécessaire à la fabrication d'acide sulfurique, qui lui est nécessaire à la fabrication d'engrais ou à la fabrication de métaux. Enfin, c'est toute une partie de l'économie dans cette région du monde qui est amenée à tourner au ralenti ou à s'arrêter sur des domaines clés pour la vie des pays. Je vous prends un exemple pour vous dire à quel point on parle d'effet papillon. Le Chili est à 2 doigts d'arrêter son industrie du cuivre parce qu'il n'est pas certain de pouvoir se fournir en acide sulfurique chinois parce que la Chine elle-même n'est pas capable d'assurer son approvisionnement en soufre pour produire cet acide sulfurique. Et 50% du soufre chinois provient de cette région du monde. Vous imaginez en fait l'effet domino sur un certain nombre de pans de l'économie mondiale, avec des conséquences au Chili. On n'est pas du tout dans le détroit d'Ormuz. C'est ça la réalité du monde aujourd'hui. Et les déclarations de Donald Trump ne suffiront pas à faire redémarrer la machine en quelques jours. C'est ça la réalité. Gwendoline. Oui, non, tout à fait, je partage cet avis. Après, je pense pas que, encore une fois, c'est un cessez-le-feu, c'est un arrêt des combats temporaire. Moi, je pense qu'on est encore dans une phase de l'opération Epic Fury. Je pense quand même que très probablement cette situation ne va pas s'éterniser et qu'on va voir une reprise des frappes incessamment sous peu et qu'on entrera dans une autre phase. Ça ne veut pas dire forcément on verra l'issue de cette opération, mais là on est dans une phase des opérations qui très clairement ne peut pas durer 6 mois. Et Donald Trump, encore une fois, ne fait pas non plus la guerre tout seul. Il a des amiraux, il a des généraux.
qui ont beaucoup d'expérience au Moyen-Orient, et ça faut aussi le souligner. Les militaires qui dirigent CENTCOM aujourd'hui sont des gens qui ont accumulé par les opérations américaines des années et des années d'expérience au Moyen-Orient. Donc il y a quand même cette conscience-là. Moi, je pense qu'effectivement, cette phase qui n'est pas tenable n'est pas appelée à durer longtemps. Accessoirement, le Pitexet a viré quand même le secrétaire à la Marine il y a quelques heures ou hier soir aux États-Unis. Absolument. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi un mode opératoire de la classe politique avec les militaires qui est quand même un peu particulier depuis 2 mois, puisque c'est pas le premier. Permettez-moi